Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Au sommaire de cette émission, ne manquez pas le grand format consacré à la reconversion et la formation des jeunes dans l'une des meilleures imprimeries de la place. Nous recevons pour vous un homme qui, après une brillante carrière en droit des affaires, a décidé de se lancer dans une aventure il y a quelques années. Si de plus en plus de cadres de la diaspora occupent des postes à responsabilité dans leur pays, c'est aussi grâce à son cabinet. Monsieur Joël-Éric Missaou, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Merci à vous de me recevoir dans cette émission. Alors, je le disais dans l'introduction, vous êtes à la tête d'un des meilleurs cabinets de recrutement en Afrique depuis quelques années maintenant. Vous avez commencé vos études à Koumassi, précisément aux Oisillons, un des quartiers d'Abidjan. Racontez-nous le début de votre cursus scolaire. Alors, effectivement, les Oisillons, alors je ne pense pas qu'elle existe encore, cette école, mais à l'époque, donc, c'était une très belle école, gérée par une dame d'une très grande force, qui avait vraiment beaucoup de poigne, et qui a mené donc cette école vraiment de main de fer. Et donc c'était à quelques kilomètres de la maison, donc on y allait à pied accompagné de notre nounou. Je dis on parce que mes trois frères étaient avec moi, frères et sœurs, et j'ai fréquenté cette école jusqu'au CM2. D'accord. Donc à Koumassi, CM2, je finis donc le CM2 avec le CEP en Porsche, et à partir de là, les parents décident qu'il faut traverser la Méditerranée et partir en Europe. D'accord. Alors, après vos études primaires, comme vous le disiez, vous partez en France, vous obtiendrez le bac série B, vous vous inscrivez à la fac de droit à la Sorbonne. J'imagine qu'à cette époque, il ne devait pas y avoir beaucoup d'Ivoiriens ou Africains dans cette prestigieuse école. Comment y êtes-vous arrivé? Alors, la partie début en France est évidemment très difficile. Hein. Bon, je ne veux pas faire pleurer les téléspectateurs, mais évidemment, à 11 ans, je crois, partir aussi loin, arriver... Alors, je connaissais la France en été avec les vacances, donc c'était très agréable. Et là, je débarque à Paris en septembre. Il commence à faire froid, c'est l'hiver. Ma mère m'accompagne. Dans un internat ou non, en fait, en famille. D'accord. En famille. Donc, ma mère m'accompagne pour adoucir un peu l'atterrissage. Elle passe je pense 2 mois à peu près avec moi, avant de repartir. Et évidemment, à son départ, c'est des pleurs et des crises de larmes tous les jours. Je veux rentrer. Enfin, c'était assez difficile. J'en profite d'ailleurs pour rendre un brillant hommage à cette femme qui, malgré la difficulté de la situation, puisqu'entre-temps, mes parents se sont séparés, etc., elle a quand même tenu à nous maintenir en France pendant tout ce temps. Ah oui. Vraiment de façon très courageuse, parce que bon, elle était assistante de direction de l'administration public ici à Abidjan, et donc sa rémunération, son salaire, etc. était entièrement dédié à ce qu'on puisse aller jusqu'au bout de nos études, bien que beaucoup de gens dans son entourage lui disaient écoute, ça coûte trop cher, il faut les faire revenir, c'est trop compliqué. Donc elle a résisté jusqu'à ce qu'on puisse, mon frère et moi, puisqu'on était deux là-bas, jusqu'à ce qu'on puisse prendre le relais nous-mêmes en travaillant, en faisant des petits boulots, comme on dit, à côté pour poursuivre nos études. Tout à fait. Et donc voilà, je voulais vraiment lui rendre... Ce que font beaucoup de jeunes étudiants d'ailleurs. Absolument. Donc je voulais vraiment lui rendre ce brillant hommage, parce que vraiment elle le mérite. Et donc cette partie-là a été assez difficile au démarrage, mais finalement petit à petit, on s'est accroché, mon frère m'a rejoint l'année suivante, donc ça a fait un peu plus de soutien local, donc c'était bon pour le moral. Et puis petit à petit, on s'est entraînés l'un l'autre, on a suivi nos études au lycée ensemble, et puis on a passé le bac, lui 1 an après moi, et voilà, on est allés ensemble à la Sorbonne. Ça a été un choix vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, je ne m'explique pas pourquoi ce choix d'ailleurs, parce que bon, on était en région parisienne, il y avait des universités pas loin, Vitaneuse, Saint-Denis, mais bon, j'avais en tête... Pourquoi la Sorbonne? Voilà, vraiment, je ne me l'explique toujours pas aujourd'hui, mais j'avais en tête simplement d'aller à la Sorbonne, de m'inscrire à la Sorbonne, donc j'ai fait ce qu'il fallait, le parcours du combattant de l'époque pour y arriver, et on a réussi à s'y inscrire. D'accord, et après la Sorbonne, alors, vous décidez de faire quoi? En entrant à la Sorbonne, mon idée, et un peu avant d'ailleurs, mon idée c'était d'être magistrat. J'ai toujours voulu embrasser cette carrière de magistrat, notamment parce que j'avais à l'époque dans ma famille
un des oncles de ma mère qui était le président de la Cour suprême, Anthony Coulibaly, et donc qui m'a un peu inspiré. Et c'est vrai que j'ai eu envie d'embrasser cette carrière. Malheureusement, je ne pouvais pas parce que n'étant pas français, n'ayant pas la nationalité française, à l'époque, je ne pouvais donc pas intégrer l'école de la magistrature. Mais j'avais envie quand même de faire du droit. Donc je me suis inscrit à la Sorbonne en droit. Vous êtes resté combien de temps à la Sorbonne? Alors j'ai fait 6 ans en tout à la Sorbonne. Donc le cursus classique jusqu'à la maîtrise de droit des affaires. Et ensuite j'ai fait 2 troisièmes cycles. Un premier, troisième cycle en droit bancaire et financier. Et puis un deuxième, troisième cycle qui était plus orienté vers l'Afrique. C'était un DEA de droit des affaires spécialisé sur le continent africain avec des spécificités africaines. Et à l'issue donc de ces 2 troisième cycles, je suis allé ensuite à l'école d'avocat. D'accord. Alors après votre DSS en droit bancaire, vous rêvez de rentrer à l'école de magistrature, mais malheureusement vous n'y arrivez pas parce que vous n'êtes pas français, comme vous le disiez tout à l'heure. Et finalement, ce sera l'école d'avocat au barreau de Paris. Racontez-nous cette dernière étape de votre cursus estudiantin. Alors, l'entrée à l'école se fait d'abord par un concours qu'on appelle le CFPA, donc le certificat de formation, enfin d'aptitude de la formation, de la profession d'avocat. C'est un concours qui est très prisé évidemment, qui est très difficile à avoir parce que beaucoup de candidats et pas beaucoup de place. Il y avait un numerus clausus à l'entrée de l'école pour faire en sorte que la formation soit efficace. Il ne fallait pas qu'il y ait trop d'étudiants, donc l'entrée était quand même assez limitée. Donc réussite à ce concours, évidemment c'était la joie, c'était le bonheur d'entrer dans cette école et de sentir qu'on était de plus en plus proche de la fin de la formation, de la fin des études et puis peut-être demain entrer dans un cabinet en tant qu'avocat. Donc vraiment un concours assez agréable. L'école elle-même était plutôt prestigieuse et beaucoup d'avocats du barreau de Paris, des ténors y sont passés. Donc c'était vraiment un soulagement d'accéder à cette école. Parce qu'on savait que ensuite la formation et la sortie de l'école étaient quasiment garanties. D'accord. Alors, à peine sorti de l'école d'avocat du barreau de Paris, vous obtenez un stage, et pas n'importe où, à la Banque fédérale des États-Unis à Washington, pendant 6 mois. Pour le jeune que vous étiez, comment avez-vous vécu cette expérience? L'adaptation n'a pas été trop difficile? Alors, c'était quasiment le rêve américain, comme on dit souvent. C'est la première fois que j'allais aux États-Unis grâce à ce stage. C'était en plus un événement prestigieux parce que rentrer à la Banque fédérale, à la Federal Reserve comme ils disent, pour un stage dans un environnement complètement inconnu, c'était l'aventure, c'était l'inconnu, mais en même temps c'était super excitant de savoir que j'allais partir un peu à l'aventure. Et évidemment c'était très compliqué parce que mon anglais était celui qu'on apprend au lycée et donc pas très très élaboré. Donc forcément les débuts ont été très difficiles. Les premiers mois, oui, les premières semaines, les premiers mois étaient très difficiles parce que je me débrouillais dans un anglais avec un accent qui était difficile à comprendre pour mes interlocuteurs. Et j'avais aussi beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils me disaient. Vous n'avez pas pris de cours en renforcement À l'école d'avocat, on avait des cours d'anglais. On avait une partie de nos exercices pratiques qui se faisaient en anglais, puisqu'en fait, comme on était orienté droit des affaires, il y avait énormément d'anglais et de dossiers en anglais. Mais on se rend compte que ce qu'on apprend sur le tas comme ça en discutant entre francophones n'a absolument rien à voir dans la prononciation. Avec des gens qui surtout une fois qu'on vit carrément dans un milieu complètement anglophone. Personne ne parlait français, mais vraiment personne. Donc j'étais dans des bureaux toute la journée, à parler avec des gens, à essayer de me faire comprendre. Et puis bon, les semaines sont passées et ça allait de mieux en mieux. On me comprenait un peu mieux. Mes interlocuteurs faisaient aussi un peu d'efforts quand même pour parler moins vite, pour que j'arrive à les comprendre. Et puis bon, au bout de 2-3 mois, c'était vraiment limpide, fluide, et c'était parfait. Alors, Monsieur Lissin, quel souvenir vous gardez donc de ce rêve américain? Pour le jeune étudiant africain que j'étais, bien sûr, le souvenir de découvrir les États-Unis, j'ai eu l'occasion d'aller à New York, d'aller à Atlanta, Philadelphie, de découvrir pas mal de villes américaines, mais je pense que dans le cadre de ce stage, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le jour où je me suis retrouvé dans une grande salle de réunion
avec à l'époque le président de la Banque fédérale qui était Alan Greenspan. J'ai eu l'impression ce jour-là qu'il y avait 15 km dans la salle, il était tout au bout de la table. C'est quand même impressionnant. C'est très très impressionnant. Une énorme table, immense table, où il y avait peut-être une cinquantaine de personnes autour de la table. Wow. Et donc moi j'étais dans un coin avec mon maître de stage à l'époque. Et voilà, donc c'était une réunion. Il fallait parler devant tout ce monde? Non, moi j'étais juste observateur. Mais voilà, le fait de me retrouver dans la même salle de réunion avec le patron de la Banque fédérale à l'époque, c'était très 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 impressionnant, vraiment. Donc je crois que c'est ça le plus marquant, en plus de la découverte des États-Unis, de la découverte de l'Amérique, ces grandes villes, etc., Washington, New York, etc. Et vraiment, cette rencontre-là a été quelque chose d'assez exceptionnel. D'accord. Alors, Monsieur Misserou, nous avons une tradition dans cette émission. Nous faisons un focus sur des activités entrepreneuriales et cette semaine, nous avons déposé nos caméras à Yopougon pour une remise de diplôme à des jeunes formés au métier de l'imprimerie. Je vous propose de suivre un grand format. Monsieur le maire de la commune de Yopougon, parrain de cette cérémonie, mesdames et messieurs, chers invités, RTI2 à travers l'émission Leitmotiv, je vous souhaite la bienvenue dans nos locaux et vous dis un grand merci du fond du cœur. Cette journée porte ouverte a pour objectif de vous présenter notre entreprise, mais surtout de faire un bilan après 16 ans de présence sur le marché de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. Et féliciter le personnel, car j'ai toujours dit que c'est ce qu'on pense dominer qui fait sa force. Monsieur le maire, en acceptant de parrainer cette cérémonie de remise des attestations de fin de stage aux apprenants et des métiers et aux travailleurs de cette imprimerie, cela témoigne que vous êtes un homme de terrain et d'action. Merci encore, monsieur le maire, pour votre soutien. Chers invités, mesdames et messieurs, c'est un bilan partiel qui peut être fait après 16 ans. Mais le bilan complet, je le ferai à deux illustres personnalités qui sont Feu Kassoum Coulibaly, que j'ai voulu copier depuis mon enfance. J'ai été séduit par l'homme, car c'était un passionné du travail. De là où il est, je lui en suis reconnaissant. C'est cette valeur de travail que nous essayons d'inculquer à nos petits frères aussi. La deuxième personnalité, monsieur le maire, c'est au président de la République, monsieur Alassane Ouattara. C'est lui, à Lyon, en France, qui m'a incité, quand j'étais étudiant en fin de formation, à rentrer au pays pour entreprendre, alors qu'il séjournait pour une conférence sur la dévaluation du franc CFA. Je l'ai toujours dit. Je me souviens comme si cela datait d'hier. Aujourd'hui, ces conseils portent leurs fruits, car j'ai remporté beaucoup de trophées, beaucoup de prix, de la part de plusieurs organismes de la Chambre, dont la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire, comme meilleur imprimeur des factures normalisées 2014. S'il vous plaît, monsieur le maire, vous êtes dans le bois sacré. Dites au président de la République que son petit veut le croiser. Voilà. Pour faire un bilan de sa présence en Côte d'Ivoire, car c'est un devoir de reconnaissance à son égard. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour ces jeunes, que vous verrez tout à l'heure, qui m'ont été confiés par leurs parents, amis ou recrutés par Flair dans la rue. Ces jeunes ont reçu une formation gratuite pendant plusieurs mois à travers la Fondation Kassoum. Ils doivent se retrouver maintenant sur le marché du travail avec leur attestation de fin d'apprentissage. Chers parents, vos enfants sont prêts. Ils ont été très bien formés. Je n'ai pas d'inquiétude sur leur réussite dans le monde du travail, pourvu que cette rigueur et cette éducation inculquée tout au long de leur formation soit un mot d'ordre pour eux. Je crois fermement que l'esprit de travail de leur grand-père, Kassoum Coulibaly, va les assister.
J'ai fait ma part dans leur stage d'apprentissage, car disait l'ancien président Sékou Touré, et je cite, « La valeur de l'existence d'un homme n'est déterminée ni par le nombre de diplômes, ni par la richesse, ni par la beauté, mais uniquement par la contribution qu'il apportera à l'évolution de ses semblables. » Je vous remercie. Vous êtes partenaire avec nous, c'est compte tenu de la qualité de vos services que nous traitons avec vous. Et vu ce que vous avez dit tout à l'heure, vous êtes un homme à féliciter parce que vous êtes parti de rien pour simplement l'amour de la chose et vous êtes arrivé là aujourd'hui. C'est pour dire à la jeunesse qu'on peut étudier dans un domaine, avoir la capacité intellectuelle de réflexion, d'analyse et de venir s'exécuter dans un domaine et gagner sa vie. C'est ce que vous avez fait, vous êtes un exemple, vous êtes encouragé. Encore merci pour tout. Cette entreprise est devenue véritablement une grande entreprise aujourd'hui. Et c'est une fierté pour nous, autorités de Yopougon, de vous avoir à proximité, tout près de nous, surtout à la rue Princesse. Ceux qui ne sont pas venus ne savent pas votre mérite, mais ils le comprendront plus tard parce que vous allez vous étendre sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Monsieur le représentant du maire, messieurs les officiels, messieurs les représentants de la presse, aujourd'hui, il vient d'être promu et d'être mis à l'honneur, ce qui traduit aujourd'hui l'importance et le bon travail qu'il a pu effectuer auprès de quelqu'un pendant 16 ans. Ce quelqu'un, c'est son employeur, M. Kouya-Etienne, qui demande de la d'ovationner. C'est Madame Manjou Foline. Je suis très contente aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de mon jour. J'ai béni le Seigneur, que sa grâce surabonde sur la vie de celui-là même qui m'a formé. Merci Seigneur. Je fais montage de film, l'installation et la finition. Quand les photographes finissent de faire la conception, ils tirent un film, ça vient chez moi. Quand ça vient chez moi, je cale ça sur une plaque. Quand je finis de caler, je m'en vais l'installer. Je finis l'installation, ça passe à la machine pour le tirage. Là, quand on finit de tirer à la machine, il y a également la finition aussi. Il fait la finition également. Je suis contente. Je m'appelle Madame Payé. Ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise d'attestation pour les jeunes. Parce que j'étais là, j'assistais à tout. Il a pris des jeunes même dans la rue qu'il a formés. Et aujourd'hui, ces jeunes peuvent gagner leur vie honnêtement. C'est vraiment ce côté-là qui m'a vraiment marqué. Et j'espère que beaucoup de personnes feront comme lui, parce qu'il faut aider nos enfants d'aujourd'hui, des jeunes qui traînent, des jeunes qui chôment. Et puis dire aussi aux jeunes étudiants, ceux qui ont leur diplôme, que tout n'est pas perdu. Il y a certains qui sont à la maison, qui désespèrent. On peut dire à ces jeunes qu'ils peuvent changer de branche. Ils peuvent venir apprendre aujourd'hui. L'imprimerie, ça paye. Moi, j'étais avec lui, je l'ai vu, maintenant je sais ce qu'il est devenu. Je sais ce qu'il a fait comme étude parce qu'on se connaît depuis plus de 20 ans. Et donc je crois, moi je veux surtout encourager les jeunes. C'est seul le travail paye. Le travail bien fait. J'ai sorti le soir de empocher les billets. J'ai les billets, la concurrence et les petits. De retour avec notre invité, M. Joël-Éric Missinhou, manager associé d'Afrique Search, un des cabinets de recrutement qui a pignon sur rue, aussi bien en Afrique, en Europe et aux États-Unis.
Alors, après votre stage à la Banque fédérale des États-Unis à Washington, vous retournez à Paris dans un cabinet d'avocats, puis vous obtiendrez un poste chez Ernst & Young, un des plus grands cabinets d'avocats au monde. Comment vous vivez ce début de carrière? Est-ce que c'est déjà une consécration pour vous? Alors, c'est en tout cas quelque chose d'extraordinaire parce que à l'époque déjà, il était de plus en plus difficile pour les jeunes avocats sortant de l'école de trouver ce qu'on appelle le stage. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fini notre formation et qu'on a le CAPA, donc le certificat d'aptitude de la profession d'avocat, on est censé être en stage pendant 3 ans. C'est une période donc, pendant laquelle on ne peut pas s'installer à son compte. On est obligé d'apprendre chez un maître de stage. Pendant 3 ans? Pendant 2 ans, pardon. 2 ans. Pendant 2 ans. Et donc, à l'époque, c'était 2 ans. Je crois que ça a changé récemment. Donc, il était difficile, en tout cas pour tout le monde. On était quelques centaines à sortir de l'école tous les ans. Et tout le monde ne trouvait pas immédiatement un stage dans un cabinet. Donc, le fait de trouver tout de suite, en rentrant des États-Unis quasiment, et de pouvoir démarrer mon activité professionnelle immédiatement, et en plus chez Ernst & Young, était, alors pas une consécration, mais en tout cas c'était vraiment quelque chose de fabuleux, et ça me permettait tout de suite d'entrer dans le monde du travail. J'ai pu prêter serment immédiatement, donc encore une cérémonie assez extraordinaire, le fait de prêter serment devant d'autres avocats, devant je crois que c'était à la cour d'appel, donc ça aussi c'est quelque chose d'assez extraordinaire. En quoi consistait votre mission chez Ernst & Young? Alors chez Ernst & Young, je travaillais donc dans un département qui faisait du juridique et du fiscal. L'objectif était d'accompagner les multinationales françaises, américaines, européennes qui avaient des activités en Afrique, sur le continent africain, les aider à mieux structurer donc leurs activités, aussi bien sur le plan juridique, par la constitution d'entreprises, la création de structures, que sur le plan fiscal, en essayant de faire les meilleurs montages possibles qui leur permettaient de remonter des dividendes, des frais d'assistance technique, etc., vers leur maison mère, vers le siège en Europe ou aux États-Unis, en essayant de payer le moins de taxes, le moins d'impôts possible. Et finalement, vous y restez plus que 2 ans? Oui, j'y passe 6 ou 7 ans. Et c'est vous qui décidez de partir ou Écoutez, c'est un départ qui, bien sûr, se fait en entente aussi avec mon patron qui était associé, donc un des associés du cabinet. C'est une volonté qui est grandissante parce que j'ai à un moment le sentiment que je ne suis pas forcément à ma place dans ce rôle, où ma volonté a toujours été d'accompagner et d'aider mon continent. J'avais un petit conflit intérieur en me disant, bon, est-ce que j'aide vraiment mon continent en accompagnant ces multinationales qui sont aujourd'hui mes clients, hein, mais en les accompagnant dans ce registre, voilà, pour rester politiquement correct. Alors finalement, vous y restez quasiment 6 ans, là où d'autres auraient fait peut-être toute leur carrière, parce que c'est quand même une référence. Pourquoi avoir fait ce choix? Vous n'avez pas peur de compromettre votre carrière en partant comme ça? Non, parce que, alors peut-être j'avais aussi... Parce que vous étiez quand même toujours assez jeune. Oui. Relativement. Oui, mais j'avais aussi quelque part cette... si vous voulez, le métier d'avocat, ça a été aussi, un peu comme le métier de magistrat, peut-être quelque chose d'un peu idyllique. Quand on veut être avocat, on pense comme on dit souvent, à défendre la veuve et l'orphelin. Donc on se voit toujours en robe au tribunal, en train de faire des grands gestes face à un tribunal pour défendre les intérêts d'un petit malfrat ou d'une femme, ou d'un divorce, ou d'une jeune fille. Donc on se voit plutôt dans cet environnement-là, plutôt que dans des dossiers, dans un bureau, à travailler sur des problématiques fiscales, etc. Donc petit à petit, je pense que j'ai senti que je m'éloignais de ce métier d'avocat idyllique auquel je m'attendais au début. Et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai pris un peu de distance aussi par rapport à ce métier, même si c'est vrai que quand j'ai décidé d'en partir, beaucoup de gens autour de moi m'ont dit « mais tu te rends pas compte, être avocat quand même, etc. » Malheureusement, Monsieur Lisséou, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine à tous nos téléspectateurs pour la suite et fin de notre émission. Que Dieu nous garde.